à tous, merci beaucoup d'être là. Merci Marine L'Orphelin d'avoir accepté de lancer ce premier webinaire. Merci à vous Gilles Bloch d'être là pour répondre aux questions avec beaucoup de pédagogie, je n'en doute pas. Je suis très heureuse que ça se déroule ici au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans les anciens locaux de Polytechnique. Et puis je suis d'autant plus heureuse que ces webinaires soient aussi organisés grâce au concours de l'École supérieure de journalisme de Lille. Je trouve que c'est aussi un joli message pour nos étudiants que de voir qu'ils peuvent participer à une meilleure connaissance par le grand public des questions scientifiques majeures d'aujourd'hui. Voilà, la crise que nous traversons, elle a mobilisé l'ensemble des chercheurs, elle a aussi beaucoup impacté les établissements d'enseignement supérieur, les étudiants. Et je suis heureuse qu'on ait ce moment d'échange, que vous ayez ce moment d'échange. Et donc un très très grand merci spécifiquement à Antonien, à Élie, à Simon, à Marc, qui vont s'occuper de la réalisation de cette émission. Bon webinaire à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonjour à tous, je suis ravie de lancer donc ce webinaire sur le thème de la vaccination contre la Covid-19. J'accueille donc en plateau Monsieur Gilles Bloch, qui est le président directeur général de l'INSERM, et donc qui répondra à toutes nos questions en toute pédagogie et transparence. Et nous accueillerons aussi des étudiants en journalisme de l'École supérieure de journalisme de Lille qui vous ont préparé des chroniques et qui vous seront dévoilées tout au long de cette émission. On va parler des techniques utilisées pour développer ces fameux vaccins. On va parler des connaissances actuelles sur leur efficacité, sans manquer bien sûr de parler de leur sécurité et des nombreuses zones d'ombre qui aujourd'hui inquiètent la population. Gilles, vous avez l'habitude de vous adresser au grand public avec des mots simples, donc on va essayer de rester très simple, très clair au maximum. Et bien évidemment, nous réagirons tous ensemble aux chroniques et répondrons à un maximum de questions. Je vous propose maintenant de démarrer cette émission par un état des lieux interactif des connaissances proposé par Élie Herbert. Et oui, donc le jeudi 3 décembre dernier, donc le ministre Jean Castex a nommé le monsieur vaccin de son gouvernement. Donc il s'agit donc du professeur Alain Fischer, donc un médecin et immunologiste qui est donc nommé par là même responsable de la stratégie vaccinale. Ceci alors que l'allègement des contraintes se poursuit dans une France reconfinée depuis maintenant plus d'un mois. L'exécutif prévoit ainsi de vacciner près d'1 million de Français, et ce dès le début du mois de janvier prochain, en ciblant tout prioritairement les personnes les plus vulnérables ainsi que les personnes les plus exposées. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point très précis dans la suite de l'émission. Avant de poursuivre sur ces annonces et prises de décision politiques, il nous faudrait déjà revenir sur quelques éléments de compréhension nécessaires sur le sujet. Monsieur Bloch, je me tourne vers vous. Il nous faudrait déjà rappeler et donc expliquer avec des mots simples à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui ce qu'est un vaccin, comment fonctionne un vaccin et qu'est-ce qu'un immunologiste comme Alain Fischer. Alors on va commencer par ce qu'est un vaccin. Un vaccin, c'est un moyen de prévenir la maladie infectieuse, que ce soit une maladie à virus ou une maladie à bactéries. Pour la Covid-19, c'est un virus. En exposant les sujets à une forme de ce virus, soit le virus mort, soit le virus atténué, soit un fragment du virus, une protéine, un acide nucléique, et donc d'entraîner le corps à se défendre face à ce virus pour la Covid-19. Et donc, le corps, il va réagir avec plusieurs mécanismes, des mécanismes cellulaires, des mécanismes humoraux, c'est les fameux anticorps, qui vont attaquer le virus quand il pénètre à l'intérieur de notre corps. Et les cellules immunitaires, les cellules T, elles agissent aussi pour détruire le virus. Donc un vaccin, c'est un moyen de stimuler, sans rendre les gens malades, le corps pour qu'il réagisse et qu'il protège l'être humain contre une attaque d'un virus. Qu'est-ce qu'un immunologiste? Un immunologiste, c'est un spécialiste, alors c'est souvent des médecins, mais il y a des non-médecins qui
travaille cette discipline. C'est la compréhension d'abord fondamentale des mécanismes de défense contre les corps étrangers, donc les microbes, hein, on appelle ça en français courant. Et bien sûr, un grand domaine d'application, c'est la lutte contre les maladies infectieuses avec les vaccins, mais c'est aussi d'autres pathologies. On pense à des pathologies immunitaires comme des déficits immunitaires. On utilise aussi l'immunologie pour lutter contre certains cancers. Donc c'est devenu une discipline qui a vraiment diffusé à travers tout un tas de traitements, pas simplement les maladies infectieuses, mais aussi d'autres maladies. Très bien, merci. Depuis les premiers vaccins, donc développés à la toute fin des 18e et 19e siècles, on a tous en tête donc le fameux vaccin développé par le Français Louis Pasteur contre la rage. Eh bien, les techniques ont beaucoup évolué, c'est-à-dire que les vaccins n'emploient plus du tout en fait, les mêmes mécanismes d'action. Auparavant, en fait, on injectait une substance infectieuse à l'intérieur du corps humain. Les nouvelles technologies déployées par les laboratoires permettent en fait, de se passer désormais de cette opération quelque peu problématique en préférant insérer une substance bien moins proche du contaminant initial et du virus à contrer. Donc c'est le cas des principaux vaccins qui figurent actuellement dans cette tête de course contre cette pandémie de Covid-19. On cite assez régulièrement dans les médias et ailleurs les deux vaccins développés par Pfizer, BioNTech ainsi que celui de Moderna, donc deux vaccins qui figurent actuellement dans la troisième et dernière phase des essais cliniques. Ces nouveaux vaccins, ils sont dits à ARN messager, expression qu'on entend dont on entend beaucoup parler depuis ces dernières semaines. Pouvez-vous, monsieur Bloch, je me tourne une nouvelle fois vers vous, pouvez-vous nous expliquer une nouvelle fois avec des mots, les termes les plus simples possibles, comment cette innovation fonctionne et également pourquoi certains laboratoires, certaines personnes préfèrent cette méthodologie aux méthodes qui pouvaient être employées jusqu'ici? Alors, c'est vrai que c'est une méthode totalement nouvelle qui n'a pas encore été employée pour un vaccin commercialisé chez l'homme. Juste sans être trop long, il y a des vaccins vivants, il y a des vaccins tués donc, sur la base des virus, il y a des vaccins à base de protéines, il y a des vaccins à base de virus recombinants, donc c'est un virus où on insère un bout de l'autre virus contre lequel on veut protéger le corps. Donc il y a toute une palette de plateformes vaccinales déjà utilisées chez l'homme. Les virus ARN, les vaccins ARN, c'est quelque chose dont on savait que ça pouvait marcher parce qu'il y avait des preuves chez l'animal, on savait que ça induisait des réponses immunes parfois chez l'homme, mais on n'était jamais allé au bout de la démonstration à grande échelle avec un vaccin qui va être commercialisé. Et alors comment ça marche? On utilise la cascade d'expression qui existe dans toutes nos cellules, c'est-à-dire pour fabriquer des protéines, donc les composants fonctionnels de notre corps, ce qu'on appelle souvent les enzymes, mais il y a aussi des protéines de structure. Il y a une cascade qui part de l'ADN dans nos noyaux, qui est transcrit en ARN messager, c'est pour ça qu'on parle de vaccin à ARN messager, et cet ARN messager, il sert ensuite de patron pour fabriquer les protéines. Et donc là, on va tout de suite aller en injectant de l'ARN messager, souvent encapsulé dans des petites sphères pour le protéger, et nos cellules vont elles-mêmes fabriquer les protéines du virus, et donc on va s'immuniser contre les protéines du virus. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est une stratégie assez sophistiquée qui, pour la première fois, montre son efficacité chez l'homme à grande échelle. Très bien. On voit que les principaux acteurs actuels qui développent ces vaccins sont des sociétés privées, des laboratoires pharmaceutiques et même bien souvent des grandes multinationales guidées par de fortes logiques économiques. Sur 11 vaccins mondiaux, donc présents dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques que j'abordais tout à l'heure, seules deux institutions de recherche scientifique publiques et nationaux apparaissent, un russe et un indien, dont un en partenariat avec une société privée, ce qui est le cas aussi du vaccin développé par l'Institut Pasteur.
ma question est la suivante, Monsieur Bloch. Comment la recherche scientifique publique française s'investit-elle sur ce sujet de la vaccination contre la Covid-19 ? La plateforme Covirevac, donc mise en place par l'INSERM, se concentre sur les essais cliniques et la mobilisation autour de ces essais cliniques. Pourquoi ce grand organisme de recherche médicale que vous présidez, Monsieur Bloch, et que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, n'est-il pas également directement investi dans le développement d'un potentiel vaccin ? Alors, nous sommes investis. Vous posez la question dans le sens où on ne le serait pas, mais nous sommes investis. Il y a plusieurs dizaines de pistes qui sont travaillées en France. Il y en a une douzaine qui sont travaillées vraiment dans des laboratoires de l'INSERM. Bon, il se trouve qu'on a fait face à une accélération extraordinaire du temps de développement traditionnel d'un vaccin. Si on tape développement d'un vaccin sur Internet, on tombe sur des sites tutoriels où on vous explique que c'est 9 à 10 ans habituellement. Là, on a accéléré l'histoire parce qu'on est face à une mobilisation internationale unique. On est avec des acteurs industriels qui ont fait des investissements massifs. Et donc, l'INSERM est engagé sur une douzaine de projets. Certains sont déjà assez avancés et pourraient rentrer en phase clinique prochainement. Mais il faut reconnaître que les premiers arrivés, c'est des gros industriels, les Pfizer, Moderna, qui est déjà une très grosse société aussi, même si on parle d'une origine de biotech. Et donc, c'est un petit peu une prime à ceux qui étaient déjà engagés sur des recherches très proches du résultat. Et c'est très intéressant de voir que les premiers arrivés, c'est ceux qui ont cette technologie innovante des vaccins à ARN, parce que là, on a un avantage dans la rapidité de production, parce que c'est purement de la fabrication d'acides nucléiques par rapport à des technologies qui demandent de cultiver des cellules qui peuvent être un peu plus longues. Voilà, donc l'INSERM est dans la course. Il faut être lucide, ces premiers vaccins qui vont arriver à l'autorisation de mise sur le marché sont extrêmement prometteurs et il faut s'en réjouir. Mais il se pourrait qu'ils ne marchent pas si bien que ça, et donc il faut avoir une deuxième fournée de produits qui arrivent, voire une troisième fournée, parce qu'on est face à une pandémie mondiale. Il y a des questions de prix d'accès aux vaccins qui aujourd'hui sont chers et ne sont peut-être pas faciles d'accès pour tous les pays, donc c'est bien d'avoir plusieurs fers au feu. Voilà. Très bien. Attardons-nous maintenant en face sur la confiance qui est accordée au fait, à ces potentiels et futurs vaccins au sein de l'Union européenne. On sait aujourd'hui que seulement un peu plus d'un Français sur deux se dit aujourd'hui prêt à se faire vacciner, ce qui est bien plus faible qu'au sein de nos plus proches pays voisins. En Espagne ou au Danemark, à titre d'exemple, 70% de la population, soit 7 personnes sur 10, se dit prête à recevoir le vaccin. En Allemagne ou en Belgique, les chiffres sont relativement équivalents, même si les mouvements de défiance se font de plus en plus forts. Au Royaume-Uni, où la confiance s'élève même à 85% de la population, l'Agence nationale de santé a approuvé le 2 décembre dernier, via une procédure d'urgence, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Cette campagne de vaccination a même débuté le 8 décembre. J'ai 2 questions pour vous, Monsieur Bloch, sur ce dernier point. Où en est-on en France? Et ensuite, pensez-vous que les Français seront prêts à se faire vacciner, à recevoir le vaccin, lorsque les autorisations de mise sur le marché des premiers vaccins seront prononcées par les autorités sanitaires? Bon, on sait qu'en France, il y a une culture du doute, et je la comprends, parce que nos concitoyens sont des gens qui réfléchissent par eux-mêmes et qui posent des bonnes questions. Mais je crois qu'on a plusieurs facteurs favorables sur la possibilité de déployer ce vaccin à grande échelle. Bon, d'abord, on est face à une épidémie extrêmement grave, c'est l'épidémie la plus grave depuis l'épidémie de sida des années 80, et donc ça fait réfléchir les personnes individuellement, parce qu'il y a un vrai bénéfice, en particulier pour les personnes fragiles, à se faire vacciner. Deuxièmement, on a quand même des signes intéressants qui montrent que les Français sont concernés par ce vaccin. Vous citiez la plateforme Covirevac que l'INSERM, au titre de toute la communauté scientifique, met en place pour tester des vaccins sur des volontaires. On a ouvert cette plateforme pour recruter ces volontaires début octobre.
En 3 jours, on avait atteint la cible des 30 000 personnes recrutées, et puis ça continue à augmenter, on a fait un petit peu moins de publicité. Donc on sent qu'il y a une mobilisation face à une épidémie exceptionnelle. Et puis, je crois qu'il y a une attitude des pouvoirs publics aujourd'hui qui est une attitude d'information, de transparence, de suivi, et c'est pour ça qu'Alain Fischer a été mobilisé pour porter cette démarche. Et je crois que la communauté scientifique et l'INSERM vont accompagner ce mouvement avec un suivi particulier des personnes vaccinées. On va probablement lancer une grande étude en population pour voir comment la population répond, observer de façon approfondie ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire la survenue d'effets indésirables. Donc tout ça, c'est des facteurs, je pense, qui donneront confiance et qui, je l'espère, amèneront les Français à se vacciner sur la base du volontariat, mais plus massivement. Vous avez tout à fait raison de souligner l'importance des prises de parole des pouvoirs publics. D'ailleurs, on va enchaîner par une chronique sur la revue de presse. Merci beaucoup, Élie. On reviendra aussi un petit peu ensemble sur le sujet de la sécurité et de la confiance accordée au vaccin un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, j'accueille donc Antonin Hamburger pour la revue de presse et le tour de l'influence que les médias exercent dans le monde entier. Bonjour Gilles Bloch, bonjour Marine. Comme tu l'as dit, on va faire une revue de presse. On va d'abord partir au Royaume-Uni, où la campagne de vaccination est bien lancée avec le vaccin Pfizer. The Guardian titre « Un miracle de la science ». Le journal loue les efforts des chercheurs pour produire un vaccin en un temps record. Une performance qui est inédite dans l'histoire scientifique, mais le vaccin n'apporte pas toutes les réponses, nous dit The Guardian. Les personnes vaccinées risquent toujours de transmettre le virus, bien sûr moins que les personnes non vaccinées. L'Organisation mondiale de la santé va dans ce sens. Le vaccin ne va pas résoudre tous nos problèmes. Il faudra sans doute rester vigilant pendant encore plusieurs mois. Le Monde nous raconte l'épopée du vaccin à ARN messager qui dure depuis déjà plusieurs dizaines d'années. En 1993, des chercheurs de l'INSERM avaient déjà réussi à créer une réponse immunitaire à partir de l'ARN messager, mais pendant tout ce temps, personne n'avait réussi à en faire un remède efficace. Alors aujourd'hui, alors que personne ne l'attendait, l'ARN a un petit peu son heure de gloire, une réussite donc enfin qui a été un petit peu accélérée par la pandémie. Dans Le Figaro, il y a une tribune qui est publiée par le collectif de soignants No Fake Med. Alors, ils demandent que les études sur les vaccins soient rendues entièrement publiques sans remettre en cause le principe de la vaccination. Ils défendent une science fondée sur des connaissances précises, sur une expertise solide, mais surtout une science qui est transparente. Gilles Bloch, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut espérer une publication complète des études sur les 2 vaccins candidats en France, contrairement peut-être à ce qui s'est produit au Royaume-Uni? Je crois que c'est le souhait des groupes industriels de mettre à disposition rapidement les informations dans la communauté scientifique, mais il y a des mécanismes de revue, d'articles, etc., qui peuvent prendre parfois quelques petites semaines. Bon, on a vu hier, il y a un premier papier dans le Lancet qui est sorti sur le vaccin d'AstraZeneca et qui montre, il y avait eu un débat sur les données partielles, etc., qui montre que c'est des données solides et qui confirment une efficacité moyenne autour de 70% de ce vaccin, je dirais, assez classique. C'est un vaccin à adénovirus plus classique que les vaccins à ARN. Donc on attend probablement dans les toutes prochaines semaines des publications, mais en attendant, il y a des agences réglementaires, la FDA aux États-Unis, l'Agence européenne du médicament en Europe, et la France a choisi d'attendre le travail de l'Agence européenne du médicament, qui ont accès à toutes les données dont disposent les industriels. Les industriels ne s'amusent pas à cacher des choses quand on est sur des enjeux majeurs de santé publique et puis aussi derrière des enjeux économiques. Et donc les agences travaillent avec des experts, avec toutes les données en main, et les données qui sont sur la table portent maintenant sur des échantillons de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc je crois qu'on peut raisonnablement avoir confiance dans les autorisations qui seront probablement délivrées dans les prochaines semaines.
Et on part dans Ouest France. Dans Ouest France, le journal régional se demande qui est responsable en cas d'effet indésirable d'un vaccin. Car oui, on peut s'inquiéter de ces effets. C'est en tout cas la position de Alain Fischer, le médecin qui est monsieur vaccin du gouvernement, qui lui préconise de prendre son temps pour bien évaluer la situation. Alors selon Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée à l'industrie, la responsabilité juridique revient aux producteurs des vaccins. Alors c'est vrai dans la loi française et européenne, à ceci près que c'est la victime qui doit apporter la preuve des problèmes causés par le vaccin, autrement dit, prouver que c'est bien le vaccin qui a causé ces effets secondaires. Alors c'est une mission difficile, mais c'est une mission pas impossible non plus. Gilles Bloch, est-ce qu'on peut s'attendre à des effets secondaires à long terme pour le vaccin à ARN messager ? Très sincèrement, il y aura probablement des effets secondaires, comme dans toute administration d'une substance active, que ce soit un médicament, un vaccin chez l'être humain. On ne sait pas si ce sera 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million, et il faut des très gros échantillons pour observer ces effets indésirables rares. Ce qu'on peut dire, c'est que les effets fréquents, ils auraient été vus par les premières études qui ont été faites par les industriels. Les effets rares, 1 sur 100 000, 1 sur 1 million et au-delà, on les observera dans ce qu'on appelle la phase 4 de développement d'un vaccin, c'est la pharmacovigilance. Et en fonction des effets observés, la politique de vaccination sera ajustée. Est-ce que cette technique spécifique, du coup, qui est l'ARN messager, peut, on l'imagine, amener d'autres effets indésirables par rapport à des techniques vaccinales classiques? Il faut avouer notre relative ignorance. Il y a eu des essais d'innocuité chez l'homme pour arriver jusqu'au dossier d'autorisation. C'est sur des petits échantillons. Il y a eu des essais de phase 2, de phase 3. Maintenant, on est sur plusieurs dizaines de milliers de volontaires. Pas d'effet grave qui est suspendu, en tout cas, le développement. Je pense qu'il va falloir être vigilant et toute la stratégie qui a été annoncée par le gouvernement de déploiement du vaccin, c'est une stratégie progressive et qui nous laissera le temps de voir éventuellement des effets beaucoup plus rares. Pour finir cette revue de presse, on va partir à l'international, voir un peu ce qui se fait dans les autres pays. Alors déjà, on voit presque partout la même défiance envers les vaccins Covid. Aux États-Unis, pour redonner confiance, plusieurs présidents vont se faire vacciner en public. Donc il y a George Bush, Barack Obama, Bill Clinton, mais aussi Joe Biden qui s'y est engagé. En Russie, par exemple, l'un des premiers pays à avoir un vaccin, le Sputnik 5, une enquête montrait en octobre que 73% de la population ne voulait pas se faire vacciner. Alors le vaccin n'étant pas obligatoire, on peut se demander quelle stratégie sera utilisée, sera mise à l'œuvre pour pousser la population à se faire vacciner. Alors chez nos voisins, en Allemagne, seulement 15% de la population se dit opposée au vaccin Covid. Les premiers devraient arriver début 2021 et toutes les infrastructures sont déjà prêtes depuis plusieurs semaines. En Chine, plusieurs millions de personnes ont déjà été vaccinées, plus de 600 millions de vaccins seront disponibles à la fin de l'année. La Chine qui fait avec l'Allemagne figure d'exception, puisque 85% des Chinois se disent prêts à recevoir le vaccin. Merci Antonin pour cette revue de presse très complète. Je rebondis simplement sur cette information que des millions de Chinois ont déjà été vaccinés avec un vaccin contre la Covid-19. On n'en a pas tellement entendu parler. La question qui m'est venue spontanément à l'esprit, c'est est-ce qu'il aurait fallu collaborer avec la Chine et est-ce qu'on aurait pu tirer du coup des conclusions sur l'efficacité et la sécurité du vaccin avec les vaccins qui ont été utilisés en Chine? Je pense que les vaccins sont développés par des industriels qui généralement font des essais sur leur population, là où il y a des malades. On pourrait toujours rêver d'être beaucoup plus collaboratif, mais les industriels maîtrisent leurs produits et très sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges détaillés de connaissances avec la Chine. Je pense que ça viendra quand les premiers vaccins seront sur le marché à grande échelle. On aura des études d'observation qui seront plus largement partagées. Et je dirais que c'est le sens de la science qui est faite dans les laboratoires, dans les hôpitaux, c'est de partager la connaissance, de la porter vers les autres communautés internationales et le public pour aller un petit peu plus vite tous ensemble. Donc pour l'instant, on n'a pas de données vraiment précises sur l'apparition de potentiels effets indésirables en Chine. Non, rien d'inquiétant à ce stade.
en parlant du coup de science, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur les différentes phases de fabrication des vaccins, en sachant, donc, on l'a dit, qu'aujourd'hui 11 vaccins se retrouvent en phase 3 des essais cliniques. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous réexpliquer un peu comment ça marche? Alors, c'est très codifié, c'est un peu la même chose que pour le développement des médicaments. Dès qu'on administre une substance, qu'elle soit à visée préventive comme les vaccins ou à visée thérapeutique comme les molécules ou les biothérapies qu'on applique, on avance étape par étape. Ce qu'on appelle la phase 1, c'est les études dites d'innocuité, c'est-à-dire qu'on observe sur un petit groupe de volontaires sains si le produit administré induit des effets secondaires sérieux ou pas. On regarde ce qu'on dit la toxicité. Ça, généralement, c'est des études qui prennent plusieurs mois, plusieurs années. Là, on a raccourci à quelques petits mois. Ensuite, la phase 2, en particulier pour le vaccin, on va regarder la réponse immunitaire détaillée des sujets. On va commencer à ajuster la dose de vaccin administré pour induire la meilleure réponse immunitaire possible. Et là, les travaux vont porter sur typiquement quelques centaines de volontaires à qui on administre le vaccin. Et puis, on rentre vraiment dans les choses à grande échelle avec la phase 3. Et la phase 3, là, on rentre dans des tests où on vaccine une population avec le vrai vaccin, on vaccine une population avec un placebo quand on est face à une maladie nouvelle. Alors, tout ça, c'est fait en double aveugle, c'est-à-dire ni les sujets qui reçoivent le vaccin, ni les médecins qui suivent ces sujets ne savent ce qu'ils ont administré pour ne pas induire de biais. Et puis, au bout de quelques semaines, on regarde dans la population globale l'apparition de la maladie ou non. Et donc ça, c'est une phase 3. Sur les vaccins qu'on a évoqués tout à l'heure à ARN, c'est plusieurs dizaines de milliers de sujets qui ont été inclus. Et ça permet de produire des taux d'efficacité de la protection de ces vaccins. Et donc, quand on a suffisamment de puissance statistique pour dire, voilà, on a un vaccin qui est vraiment protecteur, le point d'équilibre, c'est autour de 50% de protection. Quand on a un vaccin qui marche à 50%, on commence à considérer que c'est pas mal. Et on peut passer à un déploiement avec une autorisation de mise sur le marché. Et une fois que le vaccin est sur le marché, et on espère que les premiers vaccins seront sur le marché en France et en Europe dans les toutes prochaines semaines, il y a toute une phase de pharmacovigilance, c'est ce qu'on appelle la phase 4, où on va observer en population la façon dont le vaccin fonctionne, en continuant à accumuler des données, et puis surtout la survenue d'éventuels effets indésirables rares, puisque sur quelques dizaines de milliers de volontaires, malheureusement, on ne peut pas voir un événement très rare qui surviendrait une fois sur 100 000 ou une fois sur 1 million. Donc, il faut continuer à documenter les choses. Justement, à propos de cette phase 4, la pharmacovigilance, qui est-ce qui fait attention à tout ça? Qui est-ce qui récolte les données? Comment ça marche et combien de temps ça prend pour avoir des premiers résultats? Alors, on a une agence sanitaire en France, qui est la NSM, qui recueille les informations qui remontent des praticiens. C'est fait aussi au niveau européen, puisque là, il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont faites à l'échelle européenne. Et alors, sur la durée, je ferai une réponse un peu humoristique, ça prend le temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va surtout sur des vaccins nouveaux surveiller probablement pendant des années et des années pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Et ce qu'on voudrait, puisque je parle un petit peu aussi en tant que responsable d'un organisme de recherche, ce qu'on voudrait, c'est accompagner cette pharmacovigilance, je dirais, réglementaire, classique, par une pharmacovigilance plus approfondie de type recherche, parce qu'on est vraiment sur des vaccins nouveaux. Et donc, il y a des choses encore à comprendre sur la durée de la réponse immunitaire. Donc ça suppose de suivre des sujets, d'avoir accès à nouveau à leur plasma pour mesurer les anticorps. On va suivre le mode de vie des personnes, parce que c'est intéressant de voir s'il y a d'autres syndromes qui surviennent avec des réinfections, etc. Donc, il y a
tout un sujet de recherche qui va aussi être intéressant à suivre sur des gros échantillons de plusieurs dizaines de milliers de Français et puis plus largement d'Européens, puisque d'autres études seront faites au niveau européen. Vous parliez donc de la protection qui peut être conférée contre le virus grâce au vaccin. Mais aujourd'hui, quelles sont vraiment les connaissances qu'on a sur la protection, mais aussi sur la transmission du virus qui serait éventuellement modifié par le vaccin? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on a des données qui sont en train d'être expertisées sur la protection qui est donnée aux individus. On voit que dans la publication dans Lancet là, sur le vaccin AstraZeneca, on a dans le groupe vacciné l'apparition de 30 malades, dans le groupe non vacciné 100 malades. Donc c'est simple de dire 70% de protection par rapport à la survenue de la maladie. Après, il y a une question très importante, c'est est-ce que ce vaccin qui protège les individus contre la survenue de la maladie protège contre la circulation du virus dans la population, ce qui est très important pour pouvoir protéger aussi les gens qui ne sont pas vaccinés. Et là, très sincèrement, on n'a pas encore les données, c'est-à-dire qu'il va falloir justement vacciner une grande partie de la population, soit à l'échelle d'un pays, soit à l'échelle d'un ensemble d'individus qui travaillent dans un même lieu ou qui vivent dans un même lieu. On peut faire des études plus ciblées pour pouvoir mesurer l'atténuation de la circulation du virus, et ça prendra probablement quelques mois. Donc, on a parlé juste avant de la méfiance des Français envers ce nouveau vaccin. Quand on sait que la fabrication d'un vaccin, vous l'avez dit aussi, prend habituellement une dizaine d'années, que des chercheurs n'ont toujours pas trouvé de vaccin, par exemple, contre le VIH, malgré 40 ans de recherche. Je sais, je mets les pieds un petit peu dans le plat, mais comment explique-t-on qu'on arrive aujourd'hui à avoir des vaccins contre le SARS-CoV-2 en si peu de temps? Voilà, quelles étapes ont été compressées? Et est-ce que ce n'est pas précipité de l'utiliser dès maintenant? Alors, d'abord, il faut être modeste. Je crois qu'on a un peu de chance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de virus disponible contre un coronavirus. Aucun exemple précédent, pas de vaccin disponible. Moi, il y a 6 mois, on n'était pas sûr qu'on aurait un vaccin efficace. Aujourd'hui, on a de la chance. On a trouvé assez rapidement un vaccin efficace. Vous citiez le VIH. Il y a des gens très compétents qui ont travaillé là-dessus depuis des dizaines d'années. On garde espoir, mais ça prendra peut-être encore quelques dizaines d'années parce que c'est un virus beaucoup plus compliqué dans sa physiopathologie. Alors, maintenant, la question, est-ce qu'on est allé trop vite? Je crois qu'on est allé le plus vite possible parce qu'on est face à une épidémie, je le disais, qui est la plus grave depuis l'épidémie de VIH et qui va extrêmement vite. Donc il y a eu des investissements massifs de la part des groupes industriels et de la part des États, qui ont mis aussi de l'argent en accompagnement. Mais on a fait les choses, je dirais, avec toute la rigueur méthodologique qui est exigée pour développer un vaccin, et les échantillons de population qui ont été testés, ce sont des gros échantillons, c'est des dizaines de milliers de personnes. Donc on est allé extraordinairement vite, mais je pense avec toute la rigueur requise pour pouvoir passer à un déploiement sur la population, avec toujours le doute, c'est-à-dire il va falloir observer, il va falloir y aller progressivement, c'est-à-dire qu'on va vacciner d'abord des gens qui auront un bénéfice direct de la protection de ce vaccin, donc des gens très âgés, des gens qui ont des comorbidités, qui ont d'autres maladies qui les fragilisent. Voilà, donc c'est toute une démarche dans laquelle on est très heureux que la science ait pu aller aussi vite, mais on garde énormément de précautions dans le déploiement. Pour finir, pouvez-vous du coup nous rappeler simplement la stratégie adoptée par le gouvernement justement pour la vaccination en plusieurs étapes? Alors, ça a été annoncé tout récemment, ça a été une réflexion basée sur les propositions de la Haute Autorité de Santé. C'est une vaccination progressive qui va commencer par donc les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens très âgés qui vivent dans des EHPAD ou dans des établissements similaires. Vacciner aussi les soignants fragiles qui ont donc des facteurs de risque, qui travaillent dans ces établissements. Et donc on va rapidement être autour d'1 million de personnes qui seront vaccinées dans une toute première phase. Ensuite, il y aura une deuxième phase où on continuera à vacciner
au-delà de ces établissements des personnes vulnérables. Donc ça devrait prendre quelques mois de plus. Et puis là, donc quand on dit personnes vulnérables, c'est les plus âgés, les gens qui ont des facteurs de risque avec toute une déclinaison fine en tranches d'âge, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis la troisième phase, probablement à l'horizon du printemps, quand il y aura suffisamment de vaccins, parce que tout ça, ça se fera aussi au rythme de l'arrivée des vaccins, parce qu'il faut le temps de les fabriquer. Donc une vaccination en population pour essayer d'obtenir une protection globale de la population, y compris ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, mais qui seront protégés par ceux qui seront immunisés autour d'eux. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Bloch, pour toutes ces précisions qui, j'espère, pourront rassurer aussi le grand public. On l'a dit précédemment, seuls 50% des Français se disent prêts à se faire vacciner contre la Covid-19. C'est pourquoi Simon Philippe est allé à votre rencontre lors d'un micro-trottoir pour vous demander si oui ou non vous êtes prêts à vous faire vacciner. Bonjour Marine, bonjour Gilles Bloch. Donc nous l'avons dit plus tôt, la question des vaccins divise la population. Le sujet a depuis longtemps dépassé la sphère purement scientifique pour entrer dans le débat public, devenant un enjeu de société. Nous sommes donc allés à Montpellier, comme vous l'avez dit Marine, à la rencontre des passants pour leur poser des questions, notamment sur leurs avis, mais aussi sur leurs peurs par rapport à ce nouveau vaccin. Premier extrait, donc chez des personnes qui sont pour cette vaccination. Si on regarde en arrière, heureusement que Pasteur est passé par là et d'autres comme lui pour qu'on soit protégés et que nos enfants puissent grandir sans être atteints par des maladies. Je me fais vacciner contre la grippe depuis des années. J'ai de la famille qui est fragile, donc on se fait toujours vacciner et on a toujours été pour les vaccins. Je pense que la médecine est assez compétente pour pas vous envoyer n'importe quoi dans le corps, quoi. Gilles Bloch, vous l'avez entendu, l'un de ces messieurs parle du vaccin contre la grippe. Peut-on faire le même constat pour le vaccin contre la Covid dans sa périodicité? Devrons-nous aller nous faire vacciner tous les ans contre cette maladie? Très sincèrement, on ne le sait pas encore. On n'a pas encore assez de recul pour savoir si la réponse immunitaire aux vaccins qui existent, puisqu'on a vu des taux d'efficacité qui sont annoncés à 90-95%, mais on n'a pas assez de recul pour savoir combien de temps ça va durer. Donc, alors ce n'est pas les mêmes mécanismes que pour la grippe, si on a le temps on y reviendra, mais sur un vaccin qui reste le même dans la durée, il y a toujours une possibilité que la réponse immunitaire des individus diminue au bout de quelques mois et qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, il faille revacciner. Il y a plein d'autres maladies sur lesquelles on sait qu'au bout de quelques années, l'immunité diminue et il faut revacciner. Donc je pense qu'on aura la réponse là dans les quelques années qui viennent. Très bien. Je me tourne maintenant vers vous, Marine. Vous êtes interne en médecine. Oui. Depuis quelques mois, la France a les yeux braqués sur les hôpitaux et plus précisément sur les services de réanimation. Que pensez-vous que le vaccin changera dans les hôpitaux? Alors, je pense que les soignants ont hâte d'accueillir ce vaccin et de l'expérimenter sur le terrain. Je pense que tout l'enjeu, de ce vaccin, c'est pouvoir aussi limiter l'apparition des formes graves. C'est pour ça aussi que je voulais vous poser la question, Gilles Bloch, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres qui nous prouvent vraiment que ça diminue l'apparition des formes graves chez les personnes fragiles? Bon, les chiffres qu'on a des deux grandes études sur les vaccins à ARN, c'est qu'on diminue le nombre de survenus de maladies sous toutes les formes. Et les essais de Pfizer et Moderna ont porté sur des personnes âgées, donc potentiellement on a évité des formes graves, mais on n'a pas encore, je dirais, suffisamment de recul et suffisamment de données détaillées pour savoir si ça atténue simplement des formes graves, si ça supprime tout type de survenue de l'infection. Je crois que ça, il faudra observer les choses dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est certain que du coup, cette vaccination pourrait quand même alléger la pression hospitalière et qu'on pourrait reprendre une vie. Quand on voit les chiffres, puisque ce qu'on sait, c'est que quand même
on a des formes qui arrivent à l'hôpital avec des formes graves et qui ont été au départ des formes plus banales. Donc logiquement, on se dit que si on réduit de 70, 90, 95% le nombre de malades qui déclarent la maladie, on devrait réduire le nombre de formes graves de façon à peu près proportionnée. Mais tout ça, il faudra probablement des dizaines et des dizaines de milliers de personnes vaccinées pour pouvoir observer les choses plus finement. Nous le savons tous, la vaccination ne fait pas l'unanimité dans la population française, comme vous l'expliquiez un peu plus tôt sur ce même plateau. Nous avons donc posé cette question à des Montpelliérains, toujours, de savoir pourquoi certains étaient méfiants envers cette vaccination. Vaccin. J'ai peur qu'il y ait des effets secondaires, on ne sait jamais, donc je préfère pas être le cobaye, quoi. Ça va trop vite, il n'y a pas de recul, et puis avec toute la pantomime qu'il y a depuis quelques mois, je pense qu'on a vraiment besoin de recul pour y voir plus clair. Ces personnes mettent en avant le recul que nous avons sur cette technologie. Peut-on, à juste titre, penser, comme l'explique cette jeune femme, que nous sommes des cobayes par rapport à cette vaccination? Bon, je pense que la stratégie qui a été prise par le gouvernement en France, et ça se ressemble beaucoup dans d'autres pays, c'est d'abord de se saisir de vaccins qui ont été largement expertisés par des essais menés sur des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est des volontaires, on peut appeler ça cobaye si on veut, mais c'est des volontaires qui font avancer la science, et la science n'avancerait pas si on n'avait pas justement des volontaires en bonne santé, et puis aussi des volontaires qui sont des malades sur d'autres pathologies. Et donc les données aujourd'hui, même si elles ont été accumulées rapidement, parce que beaucoup d'investissements ont été faits, sont extrêmement solides et démontrent qu'il y a très peu d'effets secondaires et un bénéfice de protection. Donc je pense qu'il y a tous les éléments sur la table pour dire, sur les personnes les plus vulnérables, les personnes très âgées, les personnes qui souffrent d'autres maladies et qui risquent de faire des formes très graves ou de décéder, c'est tout à fait recommandé de les protéger avec ce vaccin. Après, moi, je comprends le scepticisme de certains qui disent « mais moi, je suis en bonne santé, s'il y a un effet secondaire qui arrive une fois sur 10 millions et que ça tombe sur moi, est-ce que ça vaut le coup ?» Mais ça, c'est une question individuelle, et je pense que chacun doit faire son examen de conscience. Je pense que plus les mois passeront, plus on aura vacciné des centaines de milliers, des millions de personnes, on aura des données qui seront partagées en toute transparence et qui, j'espère, rassureront les personnes. Et les personnes qui doutent, peu à peu, iront se vacciner. Et puis, il y a des gens qui ne voudront jamais se vacciner, mais ça, je dirais que c'est la liberté individuelle dans nos démocraties qu'il faut respecter. Hein. Tout en pensant quand même à la protection collective. Oui, et mais je crois cette période, c'est quand même il faut y ça, aller étape par étape. Je crois qu'on va d'abord protéger les vulnérables, accumuler des informations, et ensuite on aura de bons arguments pour dire qu'on peut aller vers une immunité collective en massifiant la vaccination. Il y a donc bien de la méfiance, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais pourquoi? Et c'est la dernière question que nous avons posée à ces Montpelliérains. Ça, c'est uniquement français, c'est uniquement parce que les gens ils sont contre tout ce qui se fait, ils sont contre le gouvernement. Et il ne faut surtout pas dire que ce soit le gouvernement qui vaccine, parce que sinon les gens ne le feront pas. Je vais pas faire le premier vaccin qui sort, mais dès qu'il aura été confirmé qu'il est efficace, je me fais vacciner. Maintenant, ce qu'on ne nous a pas dit sur le vaccin, c'est quels sont les effets secondaires. Est-ce que tout le monde va pouvoir se vacciner, quoi? C'est parce que justement, il y a eu pas mal d'effets secondaires à cause de certains vaccins. Effets secondaires, compatibilité avec d'autres traitements ou maladies, manque de confiance dans le gouvernement. Comprenez-vous ces arguments, Gilles Bloch, et pouvez-vous les justifier? Alors, moi, je comprends les questionnements, parce que ce serait mentir de dire qu'il n'y aura pas d'effets secondaires ou d'effets indésirables, comme on dit scientifiquement, puisqu'on sait que tout traitement peut induire potentiellement des effets rares. C'est toute la sagesse médicale qui nous a appris ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nuire, mais on sait qu'en administrant un traitement, il y a toujours une probabilité infime de nuire à un individu particulier. Donc c'est la balance entre un bénéfice d'abord individuel, et c'est pour ça qu'il faut
s'attaquer d'abord aux gens très, très fragiles, et puis un risque individuel qui va aller en se précisant au fur et à mesure qu'on va avoir les données sur des populations suffisamment grandes. Donc moi je comprends les questionnements individuels, mais il faut être aussi volontariste. On a des données jusqu'ici qui sont plutôt des données qui doivent nous réjouir. Hein. Il y a 6 mois, moi je le disais, si on était très optimiste, on avait un vaccin début 2021, c'est aller plus vite que les optimistes. Et ça, je crois qu'on le doit à la science, hein, qui avait préparé tout ça. On le doit à des collègues soignants qui participent à ces essais, parce que c'est tout le système de soins qui s'est mobilisé dans le monde entier pour conduire ces essais. Et je crois que c'est plutôt des sujets qui doivent nous donner confiance dans notre capacité à réagir à une crise majeure. Merci beaucoup, Simon. C'est vrai que la défiance envers les vaccins d'une manière générale est historiquement forte en France, alors qu'on a eu de nombreuses preuves de leur innocuité. En première ligne, je pense à mes collègues, les médecins généralistes, qui font tout de même encore figure de confiance pour leurs patients. Comment rassurer les médecins généralistes? Est-ce qu'on pourrait imaginer une formation spécifique des soignants, par exemple, pour apprendre à communiquer avec les patients? Là, je sors un petit peu de mon champ d'expertise, c'est plus le ministère de la Santé qui doit organiser tout cela, mais je sais que le ministère de la Santé est mobilisé pour dialoguer avec les médecins généralistes, parce que dès qu'on va passer à l'échelle de la population, c'est eux qui sont en première ligne pour administrer probablement le vaccin, pour faire le diagnostic sur éventuellement des contre-indications. Hein, donc il faut que les médecins généralistes soient en première ligne. Et puis pour expliquer à des gens qui doutent le bénéfice personnel et le bénéfice pour la population. Donc il faut absolument que les médecins généralistes, et je crois que c'est toute la démarche du ministre de la Santé, soient largement associés à ce plan de déploiement de la vaccination. Pour finir, j'ai une dernière question pour vous, Gilles Bloch. Est-ce que les progrès scientifiques induits par cette course à la vaccination pourront servir par la suite à d'autres maladies? Je pense voilà, à cette nouvelle technique d'ARN messager et cette accélération. Je crois qu'on a fait plusieurs progrès majeurs. Je vais sûrement en oublier en cours de route. Mais bon, on a démontré que cette nouvelle technologie était efficace. C'est un coup de chance parce qu'on est tombé sur un virus où ça marchait. Je le disais, sur le HIV, ça fait 10 ans qu'on cherche et qu'on n'a pas trouvé le Graal. Donc c'est une technologie qu'on va pouvoir déployer à d'autres agents infectieux. Ensuite, on a appris au niveau français et au niveau européen à travailler très collectivement sur des grands essais et en période de crise. Et je pense que c'est des choses qui ont créé des réseaux, qui ont créé des connexions entre les personnes qui vont durer et qui vont nous permettre sur d'autres maladies émergentes et éventuellement sur d'autres pathologies non infectieuses de disposer de ces réseaux de recherche qui se sont activés. Et puis le troisième bénéfice qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on a appris avec nos instances qui régulent les essais, que ce soit les CPP, les comités de protection des personnes, que ce soit les agences, la NSM ou même avec la CNIL qui a donné un certain nombre d'autorisations sur certaines recherches, à aller très vite, à être extrêmement efficace en temps de crise. Et ça, je crois que c'est aussi un acquis collectif qui va servir pour que la science avance encore plus vite au bénéfice des citoyens. Merci beaucoup. De l'espoir, du coup, il y en a beaucoup dans ce combat contre l'épidémie de Covid-19, notamment grâce à la vaccination qui devrait débuter au mois de janvier en France. Merci beaucoup, Gilles Bloch. On le rappelle, vous êtes président directeur général de l'INSERM. Merci pour votre disponibilité et vos explications très claires concernant ces vaccins. On a bien compris qu'il reste des zones d'ombre, mais qu'on peut faire confiance à la communauté scientifique pour nous apporter des réponses fiables, et c'est le plus important. Merci aux étudiants en journalisme de l'École supérieure de journalisme de Lille qui nous ont fourni un énorme travail pour vous informer. Et merci au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour cette belle initiative.